Les vraies voix Sud Radio, 18h-20h, Cécile Doménibus, Philippe David. Et avec Philippe David, on est ravis de vous accueillir jusqu'à 20h ce soir. Ça va mon Philippe? Ça va ma Cécile, en pleine forme. D'être avec vous de toute façon, ça met en forme. Bah ouais, c'est ça. Vous pouvez le dire à tout le monde. Je le dis haut et fort à l'ensemble des Françaises et des Français. Mais dites aux gens que je ne vous paye pas pour le dire. Et c'est totalement bénévole. Enfin, pour le moment. Les choses qu'ils doivent entendre, vous savez, c'est notre directeur en fait. Oui. Patrick Roger, si tu nous écoutes dans ton bureau. ouais, si tu nous écoutes. Elle est indispensable. Ouais. On pourrait faire une imitation de Patrick Roger. Allez-y. Ouais. Bonjour. Cécile Doménibus. Bonjour. Non, c'est encore plus grave. Bonjour j'ai les pas assez de amis. testostérone pour avoir la voix suffisamment grave. S'il déboule pas dans 2 secondes. C'est qu'il n'est pas dans les locaux. Ce qu'il a retenu, Patrick, c'est bénévole surtout. Ouais. Je vais quand même aller tester mon badge, savoir s'il fonctionne toujours. Allez, soyez les bienvenus au 0826 300 300 dans cette actualité un peu pesante. Ça fait du bien de rire. Aujourd'hui, au sommaire de cette émission, on va revenir sur ce qui s'est passé hier soir. Emmanuel Macron qui a officiellement reconnu donc l'État de Palestine en tant que 11e partenaire commercial d'Israël. La France doit-elle s'inquiéter? Et on vous pose cette question. Reconnaissance de l'État palestinien, la France va-t-elle subir des mesures de rétorsion des États-Unis et d'Israël? Vous dites oui à 75%. Une question se pose. Est-ce que finalement aujourd'hui, les USA ne sont pas le dernier allié inconditionnel d'Israël? On attend vos réactions au 0826 300 300. Et puis une information très triste. L'usine Stellantis de Poissy met 2000 de ses salariés au chômage partiel pour 15 jours en octobre. Oui, et on vous pose cette question. Va-t-on vers la fin de l'industrie automobile en Europe? Vous dites oui à 90%. Alors on se pose la question, est-ce que entre politique anti-voiture et électrification forcée, l'Europe n'a pas tué elle-même son industrie automobile? Venez réagir. Vous travaillez dans l'automobile et chez un sous-traitant. On vous attend au 0826 300 300. Allez, tout de suite on revient sur Emmanuel Macron qui a officiellement donc reconnu l'État de Palestine et c'est le grand débat. Promesse tenue, Emmanuel Macron a acté hier soir la reconnaissance de l'État palestinien par la France lors d'un discours devant l'Assemblée générale des Nations Unies à New York. Une démarche critiquée par Israël et les États-Unis. Donald Trump y voit une récompense pour le Hamas. D'aucuns souhaitent encourager la poursuite du conflit et donc certains pays souhaitent de façon unilatérale reconnaître un État palestinien. Ce qui reviendrait à récompenser les terroristes du Hamas pour les atrocités commises. Les vraies voix Sud Radio. Les déclarations de Donald Trump aujourd'hui, on peut y revenir, hein, Françoise Degois, sur ce qui a été dit, peut-être aussi revenir aussi sur ce qu'a dit Macron et cette reconnaissance de l'État de Palestine que beaucoup attendaient aujourd'hui. Bien sûr, et je pense que vraiment on peut être totalement opposé, n'avoir aucune complaisance pour le Hamas, ce qui est par exemple mon cas, mais des millions de gens comme moi, et trouver que il a fait la seule chose qu'il fallait faire, et il l'a fait en plus de fort belle manière. Vous savez, hier, c'était pas l'Emmanuel Macron en figurique, filandreux, dont on n'arrive même pas à comprendre le discours. On a senti quand même qu'il était là, dans l'histoire, dans la posture. Pour les gens qui connaissent cette grande salle des Nations Unies, c'est vraiment quelque chose d'assez pétrifiant, la salle des Nations Unies. La tribune des Nations Unies, très solennelle. C'est hyper solennel, et même si vous êtes un chef d'État roué et rompu à l'exercice, il y a toujours un truc un peu flageolant quand vous montez à cette tribune. Il était dans l'histoire, il était dans le... Et son discours est parfaitement bien ficelé parce qu'il est très bien balancé. Il ne met pas Israël au banc des nations, il ne met même pas le gouvernement Netanyahou au banc des nations, et il explique simplement non, ça n'est pas une reconnaissance au Hamas. Le Hamas ne veut pas de 2 États de toute façon. Non, c'est véritablement le seul moyen de commencer à avancer vers la paix. Donc, entendez bien ce que je vous dis, comme sur l'Ukraine, eh bien je suis macroniste ce soir sur la Palestine. On a enregistré ou pas? Oui, c'est les seuls, parce que pour le reste, après... Alors moi, pas du tout. D'ailleurs, je m'inquiète un peu pour Emmanuel Macron, parce que certains ont comparé son discours d'hier à celui de Dominique de Villepin en 2003. Ah oui. Quand je vois ce qui est devenu Dominique de Villepin, je suis particulièrement inquiet pour le devenir d'Emmanuel Macron si jamais la ressemblance devait aller plus loin. Moi, je crois que reconnaître un État, c'est reconnaître des frontières. Quelles frontières pour cet État palestinien? La Cisjordanie, Gaza. Et je dois dire que, contrairement à Françoise Degois, je suis d'accord avec Trump, on n'avait jamais reconnu d'État palestinien. Et le 7 octobre 2023, cette abomination qui a été commise par le Hamas a été finalement le déclencheur
qui a permis que certains pays qui n'avaient jamais reconnu l'État palestinien le reconnaissent. Donc pour moi, je suis pétrifié parce que ça veut dire qu'avec le 7 octobre, le Hamas a gagné. Pas du tout, pardon. Je vais répondre à ça. Déjà, je me souviens avec émotion quand même en 1993, vous savez, quand il y a eu cette fameuse poignée de main entre Rabin, exactement en septembre, 13 septembre exactement, entre Yitzhak Rabin et Yasser Arafat, qui montrait que finalement c'était possible, parce qu'à l'époque on se disait finalement il y aura peut-être une reconnaissance des deux pays. Alors on n'était pas jusqu'au stade de reconnaissance, c'était juste les accords d'Oslo, de reconnaissance, exactement, d'Oslo 1 exactement. Donc quand on se dit que, quand on voit qu'on a des responsables politiques qui sont pas des extrémistes, finalement on se dit qu'on peut y arriver. Et pourquoi ça a capoté? Parce que de part et d'autre, justement, ils ont été piégés. L'un a été assassiné. Malheureusement, Yitzhak Rabin et puis Yasser Arafat a malheureusement été un peu dépassé, malheureusement, par des extrémistes de son côté, puisqu'on se souvient des nombreux attentats, notamment dans des bus israéliens. Donc en fait, tout n'est pas perdu. Quand on a des responsables qui effectivement tiennent la route, qui sont pas extrémistes, c'est possible. Après, moi, ce qui m'interroge en quelque sorte, c'est le calendrier. C'est-à-dire qu'en fait, en général, on reconnaît un État à la fin, en quelque sorte, de négociations, et pas au début des négociations. Là, c'est vrai qu'on pourrait quand même se dire, c'est étonnant qu'on n'ait pas parlé des otages, c'est étonnant qu'on n'ait pas parlé de la dissolution du Hamas, ou en tout cas du départ du Hamas de la terre de Palestine, et puis troisièmement, c'est le côté sans condition que et troisièmement, qu'on n'ait pas discuté des frontières avant. C'est ça qui me surprend un peu. On a l'impression qu'il y a, qu'on fait les choses un peu à l'envers. Les frontières ne sont pas un argument, parce que si vous connaissez véritablement l'histoire de cette région et de ce conflit, Emmanuel Macron l'a rappelé hier, on sait très bien que ce sont les frontières de 48 puis de 67, donc l'argument de Philippe ne tient absolument pas. Personne n'est d'accord. Pour moi, ni Israël ni la Palestine ne sont d'accord sur le contour des frontières. Donc on aurait pu quand même engager des discussions sur ce sujet-là. Je voudrais vraiment finir sérieusement. Si vous n'êtes pas capable de me dire les frontières de 48, de 67, pas moi. Vous ne les connaissez pas, à l'évidence. Donc ça veut dire que, mais ça veut dire que reconnaître un État de Palestine, là où vous faites une erreur, parce que vous n'avez pas écouté le discours, c'est le premier mot, c'est la libération des otages, et le deuxième, c'est le désarmement du Hamas. C'est-à-dire qu'hier, il y a une volonté de reconnaître l'État de Palestine de façon symbolique, mais la mise en œuvre de la reconnaissance ne peut passer que par la libération des otages d'abord et le désarmement du Hamas avec l'armement de la police, de l'autorité palestinienne. C'est dans le discours d'Emmanuel Macron. Comment vous pouvez tenir ce genre de... Mais sérieusement... on peut répondre. Mais parce que Emmanuel Macron a fait exactement le contraire de ce qu'il avait dit. Il avait dit déjà que la priorité, c'était la libération des otages. Est-ce que tous les otages sont libres? C'est pas ça, c'est que vous savez très bien... Si, c'est qu'il a fait exactement le contraire de ce qu'il avait dit. Ça s'appelle le en même temps. Je voudrais revenir là-dessus, je vais vraiment le défendre. Excusez-moi, les conditions ont changé depuis 7 mois, et je vous le redis, c'est pas la même chose de faire une déclaration à un journal comme Le Monde quand il le fait, et de faire une déclaration en engagement solennel devant la tribune des Nations Unies. Donc moi, je trouve qu'il a eu raison de faire ça. Si les conditions sont si strictes, il faut m'expliquer pourquoi le Hamas a été le premier à réagir en étant ravi effectivement de cette décision. C'est Mahmoud Abbas qui a réagi en premier. Il a attendu 2 ans. Il a attendu 2 ans. Allez, on revient dans un instant. On revient dans un instant. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 18h-20h. Cécile Doménibus, Philippe David. Et comme d'habitude, le débat continue hors antenne, mais il va revenir à l'antenne puisqu'on revenait sur cette reconnaissance de l'État palestinien avec autour de cette table Philippe David, bien entendu, Françoise Degois et Benoît Perrin. On a au téléphone 0826 300 Domenico qui est avec nous. Bonsoir Domenico. Et bonsoir à toute l'équipe. Bon, on est ravis de vous accueillir. Vous vouliez revenir sur ce débat? Oui, exact. Je pense, pour répondre vite fait à la petite question, je pense qu'au niveau économique, on peut s'attendre à peu près à tout venant de la part de Donald Trump. On l'a vu jusqu'à présent. Mais moi, ce qui m'inquiète surtout, ça va être la coopération, surtout sur le renseignement antiterroriste qu'on peut avoir avec Israël. Là, je pense qu'on risque, en ayant bradé notre diplomatie comme l'a fait Emmanuel Macron, je pense que là, on court un risque. Et juste, si je peux me permettre, pour répondre à Françoise Degois qui disait que Philippe avait tort sur les frontières de la Palestine, reconnaître un État, c'est reconnaître un État dans son intégralité, c'est-à-dire les frontières, c'est-à-dire
sa gouvernance. Jusqu'à aujourd'hui, il me semble que les gouvernances sont le Hamas. Et je pense que le Hamas et le Fatah en Cisjordanie. Et le Fatah, mais vraiment. Mais la Cisjordanie, c'est 4 millions de Palestiniens. Gaza, c'est 2 millions de Palestiniens. Il faut quand même savoir de quoi. Mais attendez, laissez-moi parler. Pardon, mon ami. Si c'est possible, c'est juste de parler. Mais comme je dis, pour moi, c'est faire la reconnaissance du Hamas. Point barre. Aujourd'hui, on l'a fait. Il a fait la reconnaissance de l'État de Palestine après le 7 octobre. Le signal qui a envoyé, c'est avant le 7 octobre, vous voyez, il y avait une diplomatie, il y avait des pourparlers. On n'a jamais reconnu la Palestine. Jamais ça a été fait officiellement. Derrière, il y a des attentats et on reconnaît l'État de Palestine. Et vous savez, tout à l'heure, vous avez employé un terme, Françoise, en disant que Emmanuel Macron était dans la posture. Quand je l'ai vu faire une belle accolade, si vous l'avez dit clairement. Oui, mais c'était positif pour moi. Il a pris le sens de l'histoire. C'est pas négatif. Je me doute que vous étiez dans le positif. Moi, je vais vous le donner mon avis, moi, en tant que citoyen français. Pour moi, quand je l'ai vu faire une accolade chaleureuse au président syrien, pour moi, il était dans l'imposture et non pas dans la posture. Il a bradé notre diplomatie sans même demander l'avis du peuple français. Est-ce que vous avez eu un référendum? Est-ce que le peuple français a été consulté pour ça? Et pourquoi est-ce qu'on a... par contre, on consulte jamais la France sur les Français sur la diplomatie pour la politique internationale. C'est le domaine réservé du président. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, je ne vois pas en quoi c'est bradé. Moi, je pense que le discours d'hier, il est très puissant. J'ai pas du tout peur, moi, pour les renseignements et la coopération franco-israélienne sur les renseignements. Je crois pas du tout une minute que ça sera grippé. Mais Domenico, on vous laisse un peu le temps de la parole. Hein. Allez-y. Non, mais moi, je voulais dire une chose où je suis entièrement d'accord avec Domenico, c'est que la poignée de main avec Joulani, qui est quand même un ancien d'Al-Qaïda en Syrie, qui est reçu invité d'honneur à l'Élysée. Désolé, moi ça me pose problème. Mais comme Sarkozy, comme Kadhafi me pose... Mais attendez, alors là j'ai été suffisamment critique à l'époque dans ce domaine. Hein. On est d'accord qu'on est dans le monde de la réelle politique. Ça vous pose pas problème d'avoir Emmanuel Macron assis à côté du représentant de l'Arabie Saoudite? Moi ça me pose un problème. Sauf que dans cette région... Mais c'est un État souverain. Oui, bien sûr, et qui fait découper en morceaux les journalistes en ambassade. Oui. Donc, la réalité, c'est la réalité de la politique. Sans ces pays-là, vous ne pouvez pas avoir d'accord global. Qu'est-ce qu'on cherche? Un accord global. Je voulais juste dire un mot, c'est que l'Arabie Saoudite, c'est quand même autrement plus puissant que la Syrie, notamment sur le pétrole dont on a besoin, et là, c'est la réelle politique. S'il vous plaît. Sur les représailles d'Israël, qui seront a priori que diplomatiques. Je vois vraiment pas ce qu'ils peuvent faire de plus que supprimer un consulat, le consulat qui est de Jérusalem, bien sûr. Jérusalem, exactement. Il n'y aura pas beaucoup de conséquences économiques ou quoi que ce soit. Domenico, on s'en plaindra pas s'il supprime. S'il vous plaît, qu'est-ce que vous auriez fait, Domenico, vous? Est-ce que vous auriez mis des conditions, parce que c'est ce qu'on reproche Mais les conditions, il me semble qu'il les avait mises. Dès le départ, il avait demandé la libération de tous les étages, d'avoir un cessez-le-feu de part et d'autre. Mais les conditions, il les avait mises. Pourquoi aujourd'hui il a fait cette reconnaissance sans même avoir ne serait-ce qu'une demi-condition de remplie? Et je rappelle juste qu'on a eu des Français qui sont morts le 7 octobre. Et je rappelle juste à Françoise et à Emmanuel Macron, désolé Françoise, mais ce soir, vous l'avez dit vous-même, ce soir, vous êtes macroniste. Absolument, absolument. Vous pouvez m'assimiler au président. Et je vous rappelle que on a des otages français encore détenus. Pourquoi? Comment on peut faire une reconnaissance d'un État comme ça sans même avoir obtenu la libération de ces otages? Est-ce que, Domenico, qu'est-ce qu'on fait d'autre? Vous pensez sincèrement que dire on reconnaît la Palestine, dès demain le Hamas va libérer les otages? Domenico, moi... Et surtout, est-ce que ça signifie la fin de la guerre? Sûrement pas. Je voudrais vraiment... Est-ce que hier, il y avait un acte diplomatique? La réponse est oui. Est-ce qu'il y avait un acte symbolique? La réponse est oui. Est-ce qu'il y avait un acte concret? La réponse est non, puisqu'il a donné l'ensemble du plan. Le discours d'Emmanuel Macron hier commence par la libération des otages. C'est-à-dire que ce qu'il dit, c'est que nous reconnaissons symboliquement l'existence de Palestine, mais pour que le processus de reconnaissance commence, il faut libérer les otages, que la guerre s'arrête et que le Hamas soit désormais... Écoutez les discours, enfin, je comprends pas. Non, mais c'est là, François, c'est là où il a fait les choses à l'envers. Mais je crois pas. Il aurait dû dire, Françoise, si vous voulez qu'on reconnaisse l'État de Palestine, libérez les otages. Et on parle après. C'est du bon sens. C'est pas nous qui avons commis l'erreur.
C'est eux qui ont fait l'erreur de prendre des otages. C'est eux qui ont commis des crimes, c'est pas nous. Normalement, ça serait à eux de faire les choses en priorité avant de nous demander à nous de faire les choses. Domenico, je vais vous répondre là-dessus. Vous savez très bien que ce qui est en train de se passer en Israël, parce que vous m'avez l'air d'être très attaché à ce sujet, ce qui est en train de se passer en Israël, vous dites jamais il n'y a eu de reconnaissance. Pourquoi ? Parce que depuis 96, Benjamin Netanyahou est désormais dans un paroxysme fou. Ben Gvir et Smotrich, qui sont des fous de Dieu, mais véritablement, regardez ce qu'ils font. Et moi, je les connais depuis des années. Ils sévissaient déjà en Israël quand j'y vivais. Eh bien, il y a une volonté de ce gouvernement de ne pas y arriver, de continuer la guerre à Gaza. Donc, la France met le pied dans la porte. C'est pas si mal. Merci beaucoup Domenico. Malheureusement on n'a plus le temps. Merci en tout cas de nous avoir appelé au 0826 300 300. Si tout comme Domenico vous voulez nous appeler, vous êtes les bienvenus. Tout de suite on n'y croit pas. Les vraies voix Sud Radio. Et François Louis, un SDF vole un bus RATP et sillonne Paris pendant 13 km. Oui, 13 km, Cécile, absolument, sans que personne ne s'en aperçoive. L'histoire est assez dingue, je vous raconte. Tout va bien. Ça se passe dans la nuit de lundi où un SDF s'est offert une petite virée improvisée en bus RATP. Donc, le conducteur du jour, sûrement remonté contre les taxes imposées au SUV par la mairie de Paris, s'est baladé sur le périphérique parisien, puis sur la porte Maillot, avant d'être arrêté tout en douceur, porte de Bagnolet, par les forces de l'ordre. Le tout, je précise, en respectant parfaitement le code de la route. Heureusement, aucun voyageur ne se trouvait à bord au moment des faits. Si l'histoire vous fait rire, chers amis, elle fait un peu moins rire les syndicats et conducteurs de la RATP qui réclament désormais plus de sécurité au niveau des terminus. Alors on en parle avec Ahmed Berhal qui a alerté le service de la RATP au moment du vol. Bonjour Ahmed. Oui, bonjour. C'est vrai que voilà, merci pour m'avoir invité. Bien sûr qu'on en rigole, mais la réalité, elle est super dangereuse. Il faut savoir qu'un elle est dramatique, la réalité. C'est quand même 12 tonnes. Hein. C'est pas un jeu. On va quand même raconter un peu l'histoire. Il faut savoir que le chauffeur, à 5h du matin, il fait une pause à son terminus et à Montparnasse. Il va aux toilettes boire un café et en sortant, il voit que son bus n'est pas là. C'est-à-dire qu'il est obligé d'arrêter, c'est sur la ligne N13, le Noctilien. Il arrête un autre bus pour demander où est son bus. C'est-à-dire que nous, on a un téléphone dans le bus, il appelle la régulation le rappelle son portable, et c'est de là qu'il voit son bus bouger, vu qu'il est géolocalisé, et qu'il voit qu'il est en train de remonter sur Porte-Maillot. Il le rappelle et lui dit que là, le bus, il vient de prendre le périphérique en direction de Porte de Bagnolet. Mais non. Il s'est attrapé à Porte de Bagnolet, c'est-à-dire qu'il a roulé à peu près pendant une demi-heure, c'est à peu près 13 km. Mais sur ces 13 km, heureusement qu'il n'y avait pas un cycliste, un vélib qui doit aller au boulot. Mais bien parce sûr. qu'il aurait pu l'écraser. Ça, c'est le fait de l'accident. Mais attention, on avait quelqu'un encore mal attentionné qui prend un bus et qui va faire un drame comme il l'a mis. Il y avait la date à Nice où... Mais Ahmed Berhal, mais il ne ferme pas le bus? C'est-à-dire qu'il le laisse ouvert? Non, mais le bus, c'est-à-dire qu'un bus, en fait, c'est très simple. Si vous voulez monter dans un bus, il suffit de décompresser. Il y a un petit bouton à l'extérieur. Ah, d'accord. Et ça se conduit comment? Comme une voiture? Est-ce qu'il y a des clés? Est-ce qu'il y a un bouton? Comment on fait pour démarrer un bus? Non, il n'y a pas de bus. Dans un bus, il n'y a pas de clé parce que vous montez dans le bus, il y a un petit coup de batterie, vous l'allumez, vous appuyez sur un bouton, le bus démarre. Et donc, c'est facile à conduire. En fait, pardonnez-moi, je pose des questions un peu de néophyte. Est-ce que c'est facile à conduire un bus, en fait? Est-ce qu'il fait facile à conduire? En tout cas, la personne qui l'a conduit, lui, en tout cas, il doit avoir une expérience parce que moi, je suis chauffeur de bus depuis 22 ans et je vous garantis, pour remonter jusqu'à Porte-Maillot et rentrer dans le périph', il faut bien savoir tourner un peu large parce qu'avec une voiture, c'est... Avec le porte-à-faux. Oui, il y a le porte-à-faux arrière. Normalement, vous accrochez tout de suite en rentrant au périph', c'est-à-dire qu'il connaît bien la technique de conduire un bus. Ahmed, vite parce qu'il nous reste 10 secondes, qu'est-ce qu'il risque? Lui, le chauffeur, pour l'instant, heureusement qu'il a tué personne. Il faut risquer que les RATP déposent des plaintes, mais il faut risquer des procédures parce que voler un bus, c'est très grave. On peut aller plus loin. Heureusement qu'il a tué personne. Mais les RATP s'est fait voler un bus, c'est la deuxième fois qu'on lui vole des bus. C'est très grave quand même. C'est pas rien de faire voler un bus. Ouais. Il va être poursuivi, selon vous? Moi, je pense que les RATP, elle va déposer plainte, il ira au tribunal pour être poursuivi pour vol de bus. Mais le problème, c'est que nous, on demande des antidémarreurs pour ce sujet-là, on peut plus voler un bus. Ah ouais, ça, vous avez raison. Il n'y a pas d'accident, on en rigole, mais demain, si on tue quelqu'un... Ouais, je suis d'accord, on n'aurait pas eu la même attitude. Je comprends, et vous transmettez nos amitiés à votre collègue, bien entendu, parce que pour lui, ça doit être insupportable. Merci beaucoup, Ahmed Berhal, machiniste à la RATP et élu à la Commission de santé, sécurité et conditions de travail. Merci beaucoup d'avoir été avec
avec nous. Allez, vous restez avec nous dans un instant, le tour de table de l'actu des vraies voix. Votre actu ? Le dernier rapport de la Cour des comptes sur France Télévisions. Françoise. Charlotte Gainsbourg qui se fait harceler parce qu'elle interprète Gisèle Halimi, c'est lamentable. Mbappé sera-t-il un jour Ballon d'Or? Oh là là, oh là. Non. Ça y est, elle nous a niqué la séquence. J'ai pas donné ma réponse. Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 18h-20h, Cécile Doménibus, Philippe David. Et autour de nous, Françoise Degault est avec nous, Benoît Perrin, directeur de Contribuables Associés, et vous au 0800 26 300 300. Vous voulez du remous, et ben vous allez en avoir tout de suite. Le tour de table de l'actu des vraies voix. On va parler de politique politicienne. Ouais, je peux ne qu'être d'accord avec Ciotti. Ah bon? Ça, c'est catastrophique, Thérèse. Comment dire? Alors là, n'importe quoi. Le tour de table. De l'actualité. C'est nouveau celui-là. N'importe quoi, voilà, c'est n'importe quoi. Tiens, Philippe David, pendant que vous êtes là. Eh bien oui, Mbappé, 7e au Ballon d'Or hier soir. Alors, c'est la 8e saison consécutive. Alors, il n'y a pas eu de Ballon d'Or en 2020 à cause du Covid depuis 2017, où il est systématiquement dans le top 10. Mais malheureusement, il a fait un seul podium en 2023, où il a fini 3e et derrière Messi et Haaland. Alors, Mbappé, il aura 27 ans le 20 décembre prochain, donc dans 3 mois. Et on se demande s'il arrivera un jour à décrocher le Graal de la récompense individuelle, puisqu'il a déjà décroché le Graal de la récompense collective, qui est la Coupe du Monde en 2018 avec les Bleus. Et moi, je me pose cette question. L'année prochaine, ça va déjà être très compliqué, puisque c'est une année de Coupe du Monde, que le résultat de votre sélection en Coupe du Monde joue un rôle fondamental pour le Ballon d'Or. Argentine, bien sûr. Messi, d'accord. Bien sûr. Et puis le gardien, évidemment, pour le trophée Yachine. Et donc, Zidane moi, je pense que voilà, il est bon en finale et il gagne la Coupe du Monde. Rossi, en 82, il est bon dans 3 matchs et il gagne le Ballon d'Or. Et je me pose la question, quand je vois par exemple le niveau de l'Espagne et du Portugal, moi j'ai peur que la France plafonne en demi-finale et que donc il n'ait à nouveau pas le Ballon d'Or et qu'il finisse peut-être comme des légendes qui ne l'ont pas eu, comme Henry, Xavi ou Iniesta. Donc je me pose la question, est-ce que Mbappé aura un jour le Ballon d'Or? En tout cas, moi je suis très contente pour Dembélé. Moi je suis hyper contente pour Dembélé. Alors c'est vrai que j'ai une tendance toujours à avoir la dent dure parce qu'Mbappé il nous a tellement énervé quand il a pris le boulard au Paris Saint-Germain, etc. Mais je me dis quand même, je regarde, vous savez que j'adore le Real Madrid, je regarde quand même son début de saison qui est assez fracassant au Real Madrid. Il est un champion, ça c'est sûr. Il est goléador. Et je veux dire par là quand même que au fond, est-ce qu'il n'avait pas besoin de cette claque-là, vraiment de ce grand coup à son ego, en réalité? Pas de Ligue des Champions, et son copain Ousmane avant lui, Ballon d'Or. Pas de Ligue des Champions, pas de grand championnat d'Espagne, c'est le Barça qui a été champion. Voilà, il a rien, la Coupe du Roi, il l'a pas non plus. Coupe du Roi, ils l'ont perdu. Ils ont rien vendangé. Ils ont rien vendangé, ce qui est rarissime. Non mais quand on voit l'émotion de Dembélé, quand on voit le message d'hier soir, quand on l'écoute parler de sa famille avec des trémolos dans la gorge et tout, on se dit c'est ça en fait ce qu'on a envie. Oui, c'est comme quand Karim Benzema reçoit le Ballon d'Or. C'est pour ça que moi je mettrais plutôt Mbappé. On pensait que ça serait un produit extrêmement précoce qu'il a été et qu'il arriverait très vite au firmament, mais peut-être que finalement Mbappé va être comme le bon vin qui s'améliore en vieillissant et peut-être qu'il aura un parcours à la Karim Benzema, c'est-à-dire un Ballon d'Or quasiment fin de carrière. Mais je crois qu'il l'aura un jour, moi. Moi je suis un peu déçu parce que j'étais plutôt partant de Vitinha, qui est un excellent joueur du Paris Saint-Germain, donc un Portugais, et qui est un joueur box-to-box, donc c'est-à-dire qu'il est capable à la fois de protéger sa défense et en même temps de faire des passes décisives comme lors de la finale justement et de marquer des buts. Un type incroyable. Alors après c'est vrai que si on regarde les critères du Ballon d'Or, alors j'ai regardé parce que je connaissais pas. On va y aller, les critères quand très même. Concrètement, donc c'est 100 journalistes, il y en a un par pays qui vote. Il y a 3 critères. Le premier critère c'est la performance individuelle. Dembélé il a quoi, 35 buts, un truc comme ça. C'est pas une émission de foot les amis. 2, l'aspect collectif, est-ce qu'il est fair play? La réponse est oui. 3, est-ce qu'il a la classe? La réponse est oui. Donc et est-ce que et dernier critère évidemment, est-ce qu'il a remporté des titres? La réponse est oui. Donc la logique veut que ce soit effectivement Dembélé qui ait gagné, mais j'aurais bien aimé que ce soit un joueur un peu à vocation défensive. Les amis, on va arrêter en fait. On parlait d'Mbappé, pourquoi tu nous cales Vitinha? Françoise. Dis tout ce que je voulais dire. Voilà. Françoise Degault. Ouais, alors je pense que la table va être d'accord, je l'espère en tout cas. Je suis sidéré, en colère, super énervé contre la pétition qui est lancée par tout le monde, par toute la sphère LFI, également par l'humanité, contre
Charlotte Gainsbourg qui interprétera Gisèle Halimi. Alors évidemment, l'idée générale, c'est que pourquoi Charlotte Gainsbourg ose s'emparer du personnage et de la statue, la vache sacrée qu'est Gisèle Halimi, parce qu'elle a signé une tribune contre la reconnaissance de l'État de Palestine, mais pas ad vitam aeternam, dans ce moment précis. Voilà. Et que Charlotte Gainsbourg est l'épouse de Yvan Attal, qui est très combatif, lui. Donc, l'actrice qui aide le gouvernement génocidaire. Depuis 2 jours, je n'en peux plus de voir ces saloperies. Et je parle mal volontairement, parce que c'est véritablement une stratégie honteuse, lamentable. Faire parler déjà Gisèle Halimi. Qui est morte. Gisèle Halimi qui est forte. Ok, elle a été la défendresse de Marwan Barghouti. Ok, elle a été une militante de la décolonisation. Mais qu'aurait dit Gisèle Halimi devant le viol massif des femmes otages et peut-être même des hommes israéliens par le Hamas? Est-ce que vous pensez qu'elle se serait tue, Gisèle Halimi, quand se sont tues une partie des féministes, justement de la LFI-sphère, parce que il y a 2 poids 2 mesures sur les femmes violées. Donc moi, je trouve ça minable. Et elle s'appelle Charlotte Gainsbourg, et évidemment, c'est parce qu'elle s'appelle Gainsbourg. En réalité, ça contribue et on recommence et on continue sur semer la haine antisémite. C'est insupportable. Je suis entièrement d'accord. Ces positions et cette pétition, parce qu'il y a une pétition en plus, je vais être aussi cash, sont à gerber. Voilà, merci. Voilà, c'est fait. Bon, en plus, faire parler les morts, c'est quand même toujours une méthode surprenante. Vous avez vu. Et deuxièmement, les leçons de morale des gens qui nous disent qui ont le droit de tenir tel ou tel rôle, c'est incroyable. Je trouve qu'il y a un seul juge de paix, c'est par définition les spectateurs. Voilà, exactement. Il faut toujours se fier aux avis du public, c'est tout. Ça fera un bide si les gens estiment qu'effectivement elle n'avait pas sa place. Ça fera une réussite si jamais les gens estiment qu'elle aura sa place. Mais déterminer comme ça dans des journaux habitués à donner des leçons de morale, surtout qui doit tenir tel rôle, c'est insupportable. Mais je suis bien d'accord. Non, mais vous savez, c'est exactement ce qui s'est passé avec le fils de Simone Veil. Il y a un moment donné, tous les militants vraiment extrêmes de la cause palestinienne ont dit Simone Veil n'aurait pas accepté une telle chose, etc. Ce qui se passe à Gaza, etc. À faire parler Simone Veil. Son fils a été obligé de... Mais pourquoi vous faites parler ma mère, qui est rescapée des camps de la mort? C'est pathétique. Voilà. Benoît Perrin, parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps, le rapport de la Cour des comptes sur France Télévisions. Alors moi j'ai choisi ce sujet-là pour une seule raison, c'est pour avoir un échange musclé avec Françoise. Je sais déjà que ça va pas lui plaire. Alors c'est vrai que c'est un exemple absolument parfait de ce qui peut vraiment énerver le contribuable et vraiment ça donne des arguments à ceux qui veulent privatiser le service public, objectivement. Alors pourquoi je dis que ça donne des arguments? Parce que on voit bien qu'encore une fois il y a des coûts qui sont pas contrôlés, c'est-à-dire que l'argent public, qui est donc l'argent des Français, est dépensé de manière inconsidérée, notamment à travers des avantages très généreux qui sont accordés aux collaborateurs de France Télévisions. 2. Contrôle de l'État complètement défaillant. Si vous regardez le rapport de la Cour des comptes là, qui est sorti hier soir, c'est la photocopie de celui qui était sorti déjà en 2016 en disant globalement il y a des problèmes de gestion financière et on voit que l'État n'a rien fait. Et troisièmement, s'il n'y a pas de réforme dans le service public de l'audiovisuel, c'est en grande partie, et c'est écrit dans le rapport de la Cour des comptes, parce qu'il y a des syndicats qui sont très puissants et qui empêchent le regroupement d'un certain nombre de rédactions. Donc, qu'est-ce qui est reproché en fait à France Télévisions très rapidement? C'est donc une masse salariale qui est incontrôlée, avec 10% de baisse des effectifs et la masse salariale qui continue à monter. 2, des dispositifs généreux, des voitures de fonction qui sont attribuées sans raison valable. Un conseil social et économique qui gère à peu près 14 millions, ce qui est absolument énorme. Des frais de mission qui sont élevés, des recours au taxi à hauteur de 4 millions d'euros. Enfin bref, un truc absolument délirant. Et troisième reproche qui est fait, c'est que les contrats de travail ne sont pas tout à fait respectés dans le sens où il y a des gens qui travaillent moins que ce qui est prévu dans leur contrat de travail. Donc autrement dit, je crois que les contribuables sont en droit légitime de demander des comptes à la direction de France Télévisions. Il faut rappeler que France Télévisions est financée à 80% par de l'argent public. Alors financé également par la publicité. Moi je ne suis pas du tout contre ce que vous dites, dans la mesure, si vous voulez, où par exemple Radio France a déjà fait sa mue. Les taxis, tout ce qui est taxi, les taxis c'est colossal. Radio France maintenant, les taxis, quand vous êtes journaliste, vous avez le droit de les prendre en gros entre 11h du soir et 4h du matin, voilà. Et sinon, ce n'est pas le cas, par exemple, à mon époque. Je pense que les frais de mission sont encadrés, les salaires sont encadrés, et il est temps effectivement que France Télévisions prenne le chemin, à mon avis, de Radio France. Et moi, un mot, 14 chaînes de télé, 59 stations de radio, je pense qu'une petite cure d'amaigrissement ne fera peut-être pas de mal. Sur toutes les chaînes, il y a trop de chaînes, hein, on est d'accord. Sauf Sud Radio.
Allez. Bien sûr. Ça, c'est un pléonasme. Pourquoi vous dites ça? C'est fou, c'est dingue. Totalement par hasard. Allez, vous restez avec nous dans un instant. L'info en plus, le copilote en a pleuré, grosse frayeur à l'aéroport de Nice, à 2 avions qui manquent de se percuter. On en parle dans un instant, tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Vos émissions sont toujours très riches. Quand je peux pas écouter le direct, je me fais le podcast le soir. Sud Radio, parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 18h-20h, Cécile Doménibus, Philippe David. Et comme le dit souvent Philippe Bilger, bienvenue dans cette joyeuseté. C'est joli, cette joyeuseté. Pleine de grâce. Oui. Vous Non, pleine de grâce. Vous voulez dire cette joyeuseté, pas cette joyeuseté pleine de grâce. Mais c'est pas possible. mais- Dans le dos de Philippe Bilger. Bien sûr. Faites-moi une imitation de Philippe Bilger. Mais alors, mon dodu, comment ça va aujourd'hui? Je suis tellement content, Cécile, de vous voir Ma chère aujourd'hui. François, ça va extrêmement bien. D'ailleurs, le charme de Cécile imprime toujours dans cette émission. Benoît En Perrin. revanche, quand j'entends Benoît Je suis Perrin, absolument incapable d'imiter aussi bien Philippe Bilger. Mais si tu es capable, là, regarde bien. Mon Philippe. On dirait Bilger. des enfants, c'est fou. Hein. Non, mais on adore. si nous entendons demain, il se fout en grève. Allez, Benoît Perrin autour de cette table de directeur de contribuables associés, Françoise de Gois, Philippe David, bien entendu, et vous au 0826 300 300. Tout de suite, l'info en plus. Les vraies voix Sud Radio. Et puis, grosse frayeur à l'aéroport de Nice. 2 avions manquent de se percuter, François-Louis. Oui, ça s'est passé dimanche, peu après 23h30. Un avion de la compagnie Nouvelle Air Tunisie était en train d'atterrir à l'aéroport de Nice lorsqu'il a frôlé un avion EasyJet qui se trouvait déjà sur cette même piste. Une catastrophe évitée de peu qui a provoqué une belle frayeur, surtout pour les passagers. Des 2 Airbus A320. Dépêchés sur les lieux, les enquêteurs ont procédé à l'immobilisation des avions pour récupérer les boîtes noires afin de les exploiter. Michel Polaco est avec nous, aviateur et journaliste spécialiste de l'aviation. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Donc la grande question, c'est comment tout ça a pu arriver, sachant que, si j'ai bien compris, à Nice, il y a une piste d'atterrissage et une piste de décollage. Donc qui est le fautif ? Alors écoutez, c'est difficile de répondre ex abrupto immédiatement qui est le fautif. Ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement à Nice, il y a 2 pistes, ce qui permet d'avoir une piste qui est consacrée pour les atterrissages, qui est la piste la plus proche du continent, du sol, et une piste qui est consacrée au décollage, qui est la piste la plus proche de la mer. Ça permet que les décollages qui sont plus bruyants que les atterrissages gênent moins, évidemment, les riverains de l'aéroport. Bon, mais on peut changer selon les besoins, aussi il y a des questions d'entretien de pistes, etc. Il y a des procédures d'approche pour chacune de ces pistes. Donc on peut faire une approche à gauche, une approche à droite. Il est bien évident qu'en temps normal, on ne fait pas d'approche à droite face au nord-est quand c'est la piste nord-est qui est en service, puisque c'est la piste de gauche qui est consacrée à ça. Dimanche soir, il y avait un avion qui était autorisé à s'aligner, mais pas encore à décoller, sur la piste de droite, sur la 04 droite, l'avion d'EasyJet, et les contrôleurs, avant de lui donner l'autorisation de décoller, attendaient que l'avion de Nouvelle Air, qui arrivait de Tunis, se soit posé, puisqu'on évite de procéder simultanément à un décollage et un atterrissage. Donc l'avion de Nouvelle Air était autorisé en approche sur la piste 04 gauche. Apparemment, d'après les informations que j'ai, il a répété plusieurs fois qu'il était en approche sur la piste 04 gauche. Toutefois, la trace radar qu'on voit nous montre qu'il était en finale sur l'axe 04. Droit. Mais c'est assez difficile de préciser si c'était l'axe droit ou gauche. Et en fait, c'était l'axe droit, ce que les contrôleurs n'ont pas vu sur leur radar, ou en tout cas, ils ne l'ont pas regardé, et ce que le mauvais temps n'a pas permis non plus de discerner, ce qui fait que l'avion, il s'est posé à droite, juste sur le nez de l'Airbus d'EasyJet. Dieu soit loué, il ne l'a pas touché. Comme il a remis immédiatement les gaz, évidemment, il y a eu une très violente poussée des réacteurs qui a fait vibrer l'avion qui était en attente. Et c'est ça qui a expliqué l'émoi des passagers qui ont parlé de turbulences, de bruit, etc. Et puis l'avion a remis les gaz, il a refait un tour, et là il s'est posé sur la piste de gauche. Alors probablement une erreur de la part de l'équipage de l'avion de Nouvelle Air, mais il faut vérifier quels étaient les échanges radio et les consignes qui ont été données par la tour de contrôle de Nice, et cela pour l'instant nous ne l'avons pas.
Eh bien, merci beaucoup pour ces explications extrêmement claires. Merci beaucoup, Michel Polaco, d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes aviateur et journaliste spécialiste de l'avion. Allez tout de suite. Et si vous étiez ministre ? Les vraies voix Sud Radio. Et si, par exemple, vous étiez ministre des Sports, quelle serait votre première réforme ? Sylvain de Tours est avec nous. Bonsoir, Sylvain. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le ministre. Pardon. Quelle serait votre première réforme ? Eh bien, tout simplement, ce serait de supprimer les fédérations sportives et toutes les associations loi 1901 qui laissent un peu les manettes du sport aux bénévoles et aux acteurs, on va dire, particulièrement incompétents dans le domaine. La meilleure chose à faire, ce serait de laisser ce secteur d'activité aux professionnels. On ne confie pas l'industrie, l'agriculture ou la médecine à des bénévoles, à des amateurs ou à des recasés. Et les fédérations sportives, on le sait, sont des lieux de corruption, d'influence, sans plus détailler. C'est peut-être un peu, enfin pas toutes quand même. On peut pas faire une généralité quand même. Il y a toujours des belles âmes qui se battront corps et âme pour le sport, mais la grande majorité, pour moi qui suis dans ce milieu-là depuis plus de 35 ans, c'est ça. De toute façon, la pratique sportive, les résultats par rapport aux moyens mis en œuvre, démontrent un petit peu le niveau d'incompétence. Alors, vous pensez à un sport en particulier quand vous dites ça ? Vous pensez à un sport ? Comment ? Est-ce que vous pensez à un sport en particulier quand vous adressez toutes ces critiques ? Les principaux sports français, le football, le tennis. Même le tennis. Même pas de l'escrime ou de. Ouais, mais le tennis quand même, c'est professionnel. Le rugby, c'est des professionnels qui gèrent la fédération. Je comprends pas j'arrive pas à comprendre votre argumentaire en réalité, parce qu'à la tête des fédérations, justement. Mais des professionnels. Vous avez des anciens. Des professionnels qui sont nommés par les présidents d'associations, qui sont eux-mêmes tous des bénévoles. Il y a aucune. C'est juste des réseaux d'influence de personnes qui peuvent monter en grade par des réseaux d'influence. Aucune personne ne vient de l'administration sportive, du sport de haut niveau directement ou de la gestion sportive. Sylvain, moi j'ai bien connu le sport amateur parce que mon père était vice-président d'un club qui était monté en CF1, donc au plus haut niveau amateur au football. Et donc comme il était retraité, il le gérait, il était à la fois trésorier et vice-président. Moi j'ai jamais vu de cas de corruption. Au contraire, le foot ça lui coûtait du pognon parce qu'il allait chercher les boissons pour les amener à la buvette, les baguettes pour faire les sandwichs, etc. Et aujourd'hui, ce club, il est devenu quoi après le départ de votre papa ? Il a descendu 2 fois de division, l'année de sa disparition et l'année d'après. Mais non, mais c'est pas mon père qui était sur le terrain. Les joueurs étaient moins bons quand même. Vous faire la preuve de ce que je dis, c'est-à-dire Attendez, laissez-le parler. On va avoir des bénévoles qui vont être extrêmement compétents. Et du jour où ils arrêtent, tout se casse la figure. Et par contre, les professionnels, les sportifs, les enseignants, qui sont dirigés par ces bénévoles, ils sont à la merci d'un monsieur sûrement très honorable comme votre papa, qui, quand il a fini de donner de l'énergie, va être remplacé par des incompétents. Est-ce que je peux vous poser une question, vraiment ? Est-ce que je peux vous poser une question ? Votre histoire, elle est celle de milliers et de millions de pratiquants qui, un jour, ont la chance de croiser un bon bénévole, et puis après, qui seront à la merci d'incompétents. Sylvain, j'ai une question à vous poser. D'abord, dans quelle fédération êtes-vous et quelle est votre histoire personnelle pour avoir autant de rancœur ? Parce que rancœur, c'est pas du tout péjoratif. Vous êtes à vif sur cette question. Non, pardon, moi ça n'est pas un pour moi. Allez, je pense que vous êtes à vif. Ce genre de jugement de valeur. Non, mais je vous pose la question. J'ai pas de rancœur, vous me demandez un avis objectif, je vous le donne. Non, mais qu'est-ce qui vous est arrivé en fait pour être aussi en colère ? Je vous le dis. J'ai ni haine ni rancœur, j'ai été contacté par vos services aujourd'hui. Je vous donne mon expérience. A priori, elle est assez pertinente quand on voit les moyens qui sont mis en œuvre et les faibles résultats qu'on obtient par rapport à des fédérations sportives. Ouais, enfin, les jeux... Après, tout n'est pas rose, François. Non, mais je suis d'accord, mais les jeux, on a des résultats extraordinaires. Vous me donnez un exemple, je vous dis, cette histoire, elle est là. Non, mais quand Sylvain parle de corruption, moi, je veux bien notamment, au niveau des grosses fédérations internationales, on sait comment ont été accordées certaines Coupes du Monde de football. Bien sûr. Pas besoin de cibler qui. Il n'y a pas que le Qatar, il y en a eu d'autres. J'ai des dons. Au rugby, comment certaines affaires, comment certaines équipes sont avantagées, ont été avantagées scandaleusement. Encore en travers de la gorge, l'Afrique du Sud 95, etc. Désolé.
du. Sylvain, merci beaucoup en tout cas de votre témoignage. Merci beaucoup. Après, c'est comme partout, hein, il y a des bonnes et de mauvaises personnes. Mais il y a beaucoup de très très bons bénévoles, ça je tiens à le dire. Merci beaucoup Sylvain d'avoir accepté notre invitation. Vous restez avec nous, on revient dans un instant avec le coup de gueule de Philippe David. Malgré 5 plaintes et des menaces, une femme a été assassinée par son ex-conjoint et ça me rend vraiment malade, Cécile. Allez, dans un instant, Thomas Binet. Les incontournables de l'argent. Trade Republic, la banque pour mieux dépenser, épargner et investir présente. Sud Radio, les incontournables de l'argent. Thomas Binet. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Oser investir, les incontournables de l'argent. Je suis accompagné ce soir de Mathias Bassino, directeur des marchés européens de la néobanque Trade Republic. Bonsoir Mathias. Bonsoir Thomas, bonsoir à toutes et à tous. Mathias, vous vous souvenez de cette phrase de Pierre Desproges, on peut rire de tout mais pas forcément avec tout le monde? Très bien, beaucoup d'admiration pour Pierre Desproges. Et bien justement, je vais vous amener un peu sur son terrain en se posant la question, est-ce qu'on peut parler d'argent et en tout cas avec tout le monde? Alors, c'est vrai que parler d'argent en France a longtemps été, et encore aujourd'hui pour beaucoup de Françaises et de Français, un tabou. Donc, fort heureusement, ça diminue, c'est-à-dire que le tabou recule. Aujourd'hui, il n'y a plus que 30% à peu près des Français qui considèrent que l'argent est immoral. Mais vous avez encore 40% d'entre nous pour qui l'argent est source de frustration, de complexe et de culpabilité. Alors aujourd'hui, on ne va pas se concentrer sur le fait de parler d'argent dans la vie de tous les jours, mais vraiment de choisir une personne ou quelques personnes avec qui vous pouvez parler d'argent régulièrement pour progresser, pour faire développer votre éducation financière. Et là, il y a 2 types de profils tout de suite qui se détachent. Oui. Vous avez soit vous en parlez avec quelqu'un qui est déjà calé en éducation financière, soit vous en parlez avec quelqu'un qui n'y connaît rien comme vous, mais qui veut s'y mettre avec vous. Comme ça, vous faites ce chemin d'éducation financière accompagné. Ça vous aide à garder vos émotions sous contrôle. C'est très, très important quand on parle d'argent, de le faire dans la durée. Donc, que vous choisissiez un expert que vous avez autour de vous, dans vos proches, ou quelqu'un qui veut démarrer comme vous l'éducation financière, les deux me vont. Ce sera un peu différent, mais à la fin des fins, vous aurez progressé. Alors, on sait que c'est votre cheval de bataille, hein, l'éducation financière, depuis qu'on fait ensemble ces chroniques d'Oser investir, les incontournables de l'argent. Vous dites donc qu'il y a 2 profils, mais dans la vie de tous les jours, vers qui on se tourne réellement? Alors, le cas le plus évident et le plus fréquent, c'est évidemment votre conjointe ou votre conjoint. Ouais. Ça permet d'aligner les dépenses de tous les jours. Une fois par mois, on s'assoit 1 heure, on fait le point sur le budget. Au début de l'année scolaire, on fait le point sur le budget de l'année. Prépare les budgets des vacances ensemble. La prévision. Hein. Et ça aligne aussi sur les projets de long terme. Donc, au-delà de vous aider l'un et l'autre à progresser dans votre compréhension en parlant régulièrement, ça vous aide à aligner aussi votre destin financier familial. Vous pouvez aussi choisir d'en parler avec un membre de votre famille. Je prends toujours le même exemple. On a tous au moins un oncle ou une tante qui est passionné de finances personnelles. On en a tous au moins un autour de nous, un cousin, une cousine. C'est vrai. Ça peut aussi être votre enfant s'il est en fin d'adolescence ou un jeune adulte, pour l'aider à lui aussi démarrer dans la vie avec des bons principes d'éducation financière. C'est un cas que j'ai vu très souvent et ça rapproche les mères et les filles, les pères et les fils d'en parler régulièrement aussi. Enfin, si vous n'avez vraiment personne, ça peut être un ami ou un collègue. Et là, faites attention bien sûr à échanger avec quelqu'un qui saura rester discret. Oui, parce que les concerts ne sont pas forcément non plus les payeurs, hein, faut se le rappeler. Mais alors, on a compris avec qui on pouvait en parler, vous avez fait un casting là à l'instant, mais alors, on parle de quoi avec cette personne très concrètement? Le conseil que je donne à chaque fois, c'est de commencer par le budget, pour s'astreindre du fait qu'il y a quelqu'un d'autre, à faire le point 1 fois par mois, pour éviter ce que le tabou nous encourage toutes et tous à faire, c'est-à-dire procrastiner, reporter au lendemain. Donc d'abord, un rendez-vous mensuel pour parler du budget. Et ensuite, quand vous considérez une décision financière, quand vous voulez mettre en place une épargne ou faire un investissement, vous en parlez avec la personne en question. Ça vous aidera à prendre du recul et à éviter l'urgence et les mauvaises décisions. Donc si je vous résume bien choisir la personne, c'est la première étape. Définir le contenu et principalement commencer par le budget. C'est ça. Merci à vous Mathias et on vous retrouve mardi prochain pour un autre numéro d'Oser investir, les incontournables de l'argent. Et pour ce qui me concerne, je vous retrouve dimanche matin dès 9h27 dans la matinale week-end. Sud Radio, les incontournables de l'argent. Thomas Binet. Avec Trade Republic, la banque pour mieux dépenser, épargner et investir.
Et juste rappeler qu'à partir de jeudi, nous serons en direct du salon de l'auto à Lyon. Oui, jeudi de 18h à 20h, nous serons sur le stand Mobiliance. Vous êtes les bienvenus, vous pouvez nous rendre visite, vous verrez Cécile de Ménibus de pied en cap. Vous pourrez toucher Philippe David. Oui, ça dépend. Et vous pourrez dire comme Philippe Bilger, vous êtes absolument magnifique, ma chère Cécile. Allez, on revient dans un instant avec le coup de gueule de Philippe David. 0826 300 300, on est ensemble jusqu'à 20h. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio. 18h-20h, Cécile de Ménibus, Philippe David. Et avec Philippe David, on est ravis d'accueillir Benoît Perrin qui est avec nous, directeur contribuable associé, Françoise Degois et vous, 0826 300 300. Vous pouvez bien entendu d'ores et déjà appeler Aude. Aude. C'est joli comme nom. Aude avec son sourire légendaire. Elle est magnifique, Aude. Elle a toutes les qualités de le faire. Et sa gentillesse. Et sa voix encore plus douce que la barbe de Rémi André. Oui. Qu'est-ce que vous dites là? Sa voix encore plus douce que la barbe de Rémi André. Oui, alors il s'est parlé aux femmes. On sent vraiment que c'est le gars. Je crois que Aude est venue au micro de Maxime. Elle ne doit pas être d'accord, mais c'était élogieux. Non, pas du tout. Merci pour ces compliments. Vous entendez cette voix? C'est terrible. La voix sublime, non mais attends, elle est aussi douce que la barbe de Rémi André. Vous parlez d'une sa femme. barbe. Je parle de sa voix. Non mais vous parlez. C'est bizarre. Philippe David. Vous avez touché la barbe de Rémi André? Mais vous, est-ce que vous l'avez touché? Et toi, tu as déjà chopé Mon dodu, à quel titre vous avez toussé la barbe de Rémi André, mon dodu? Parce qu'on se fait la bise. C'est vraiment un truc de guenille, Qu'est-ce qu'on va faire de vous, Philippe? Je sais pas. Je vais réfléchir. En attendant, c'est votre coup de gueule. Les vraies voix Sud Radio. Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village, un village qui s'appelle Poitiers, préfecture de la Vienne. Pourquoi Poitiers? Parce que c'est dans cette ville qu'un drame qui aurait pu être évité nous oblige à nous poser beaucoup de questions. Ce drame, c'est l'assassinat à coups de couteau le 8 septembre d'Inès Messelem, 25 ans, par son ex-compagnon, un réfugié afghan aujourd'hui en fuite. Un drame qui aurait pu être évité tant il était prévisible. En effet, Inès avait déposé plainte le 10 juillet pour des viols récurrents et des étranglements. Elle retournera au commissariat le 17 et se verra remettre un téléphone grand danger le 23. Elle retournera au commissariat les 13, 19 et 28 août pour des menaces de mort. Le 6 septembre, elle déclenchera son téléphone grave danger en voyant son futur bourreau rôder. Il sera arrêté par la police sans être placé en garde à vue. Et 2 jours plus tard, Inès sera poignardée à mort chez elle. Alors comment expliquer qu'un individu contre lequel il y a 5 plaintes, notamment pour viol et menaces de mort, puisse avoir été laissé en liberté ? Comment expliquer qu'une personne de nationalité afghane réfugiée en France ait pu être gardée sur notre territoire avec un tel comportement? La France rechigne à expulser vers ce pays pour cause de régime des talibans, chose que l'Allemagne fait, les talibans étant d'ailleurs plus réceptifs de leurs délinquants et criminels que l'Algérie de ses OQTF. Des questions qui se posent à tout le monde, l'inspection générale de la police nationale ayant été saisie par le parquet et l'inspection générale de la justice ayant été saisie par le garde des Sceaux démissionnaire Gérald Darmanin. Yacine, un des frères d'Inès, a déclaré, je cite, « Ma sœur a eu le courage de traverser à de nombreuses reprises la porte du commissariat. Elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour alerter sur le danger qu'elle courait et le constat est que la police et la justice l'ont trahi. » Gérald Darmanin a tweeté, « Les victimes doivent être au centre des préoccupations de la justice. À chaque fois que l'une d'entre elles demande protection aux forces de l'ordre et à la justice et que nous n'avons pas réussi à la protéger, c'est un profond et terrible échec. » Trahison, échec, des mots qu'on aimerait ne plus lire ni entendre dans ce type de drame. Oui, je peux être que d'accord avec vous, moi, Philippe. Vraiment, c'est aussi la difficulté, vous savez, véritablement d'être prise au sérieux pour les femmes, vraiment. Et là, on le voit, et je trouve que, du coup, je ne suis pas adepte de Gérald Darmanin, évidemment, mais je pense qu'il a vraiment raison en disant c'est un échec collectif. Je pense que les policiers ont beaucoup évolué. Enfin, entre un policier d'il y a des années 80 et aujourd'hui, il y a une prise en compte de plus en plus importante. Mais là, à l'évidence, personne n'a pris la chose, en fait, au sérieux. Quand il rôde pour la dernière fois, le 6 septembre, il faut le placer en garde à vue, il faut l'interroger. On ne fait pas d'arrestation préventive en France parce que nous sommes un État de droit, mais il faut véritablement, il y a une défaillance. Ok, vous mettez la justice, les OQTF, je comprends bien ce que vous voulez dire, mais il y a d'abord une défaillance policière, à mon avis.
Et de la justice, parce que le type est quand même la mise en accusé garde à vue, de viol, etc. Et il est tranquille. Mais d'abord, mais dans le dos, c'est la police qui l'interpelle. Et que fait la police en le laissant repartir? Il y a un gars tout le monde est saisi, IGPN, IGJ. Hein. Mais c'est très bien, parce que désolé, mais il faut un cas par l'exemple, parce que c'est très dur pour les femmes. Vous vous rendez compte, le nombre de viols, la très faible proportion déjà de dénonciation et puis de condamnation. Voilà, a priori, il y a deux hypothèses. Soit effectivement, les policiers ont sous-estimé le danger et donc l'officier de police judiciaire n'a pas mis en garde à vue, alors qu'il aurait dû mettre en garde à vue évidemment cet Afghan. Soit il y a une mauvaise transmission d'informations et peut-être que l'officier de police judiciaire n'était pas au courant qu'il y avait eu un certain nombre de plaintes qui avaient été déposées avant. Évidemment, on n'en sait rien. Et c'est l'objectif justement des Bœufs Carottes, justement, de faire la lumière sur ce fait. Et c'est vrai que Gérald Darmanin a vraiment eu les mots justes, avait fait un tweet, me semble-t-il, parfaitement adapté à la situation. J'ai pris seulement une partie du tweet pour ne pas être trop long, c'était la partie qui me semblait la plus adéquate. On parle tout le temps du principe de précaution à tort et à travers, mais enfin là, franchement, le principe de précaution, s'il devait être appliqué, c'était bien dans ce cas-là, quoi. Et pour l'instant, il est encore en fuite. Oui. Il faut vraiment qu'on progresse, parce que regardez l'Espagne, par exemple, qui est en train de nous donner des leçons sur le plan économique de façon extraordinaire. Ils sont encore en avance sur la prévision de croissance. Vraiment, l'Espagne a réussi ce combat contre la violence faite aux femmes. Ils ont pris des mesures vraiment radicales, drastiques, exactement. Mais ça fait 20 ans. Hein. Mais c'est ce que je dis. Donc on a du retard, mais il faut aller plus loin, il faut aller plus vite. Véritablement, vraiment, c'est très très important. Allez, vous restez avec nous. Merci Philippe David pour ce coup de gueule. Sur la question du soir, on va revenir sur l'usine Stellantis de Poissy, qui est bientôt à l'arrêt. Plus de 2000 salariés au chômage partiel. Et on vous pose cette question: va-t-on vers la fin de l'industrie automobile en Europe? Eh bien, pour le moment, vous dites oui à 90%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et on revient dans un instant. On est ensemble jusqu'à 20h. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Vraie voix Sud Radio. 18h-20h. Cécile Doménibus, Philippe David. Et très bien entouré avec Benoît Perrin, directeur associé, directeur contribuable associé, avec Françoise Degois qui est avec nous et vous au 0826 300 300. Et on va revenir sur l'usine Stellantis de Poissy, bientôt à l'arrêt avec plus de 2000 salariés au chômage partiel. Et on vous pose cette question: va-t-on vers la fin de l'industrie automobile en Europe? Et vous dites oui à 90%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Parce que le groupe met provisoirement à l'arrêt plusieurs de ses usines, même en Europe, à la fois en Allemagne, 2 usines en Espagne, à la fois à Saragosse et à Madrid, en Pologne, en Italie, et donc ce site de Poissy en France. Pour nous, c'est très clair. C'est la direction déroule son plan de fermeture de l'usine. On va avoir encore du chômage en novembre, en décembre sans doute, ou alors une baisse de cadence. Et pour l'année 2026, on passera sans doute de 2 à 1 équipe. Et derrière, c'est la mort de l'usine, et c'est derrière les 2000 emplois sur l'usine, et aussi tous les emplois de la sous-traitance et des équipementiers qui sont menacés. Les vraies voix Sud Radio. Et vous qui connaissez bien l'industrie, Philippe David, l'usine Stellantis de Poissy, c'est un vrai drame pour le marché de l'automobile. C'est un vrai drame. Déjà, c'est la dernière usine automobile de la région Île-de-France, parce que Citroën Levallois a fermé il y a des années. Renault Billancourt, qui était à 1 km d'ici, a fermé il y a des années. Citroën Aulnay a fermé maintenant il y a quelques années. Flin ne produit plus rien. Le dernier vestige de l'industrie automobile en Île-de-France, c'est Poissy. Et c'est pourtant en Île-de-France que sont nés les 3/4 des constructeurs automobiles français. Alors il y en a des très vieux qui ont disparu, comme de Dion-Bouton, Delage, etc. Mais c'était un des berceaux mondiaux de l'industrie automobile. Et je crois que maintenant on paye plusieurs choses. La politique anti-bagnole qui a été menée un peu partout. Et deuxièmement, l'aberration de la politique de la Commission européenne qui a voulu le tout électrique en 2030 alors que les constructeurs européens ne sont pas prêts et que les Chinois vont nous tailler des croupières, et l'absence, je vais dire un gros mot, de protectionnisme, parce que je rappelle que les véhicules européens qui partent en Chine sont taxés à 30-35%, les véhicules chinois, avant qu'on revoie un peu notre fusil d'épaule, étaient beaucoup moins taxés. Ils ont une monnaie sous-évaluée, nous avons une monnaie surévaluée, et en plus ils peuvent faire du dumping, strike. Donc moi j'ai très peur qu'aujourd'hui l'industrie automobile, alors je pense qu'en France c'est fini, ou quasi fini, et qu'en Europe on va beaucoup souffrir, parce que même Volkswagen, pour la première fois de son histoire, ferme des usines en Allemagne. C'est vrai, ça n'est jamais arrivé, pardonnez-moi, j'interviens
j'interviens, je rebondis sur ça. C'est terminé, hein, la Chine d'ailleurs. Et d'ailleurs, la Chine refuse d'importer notamment les scooters chinois. Parce que là, si on avait l'importation des scooters chinois, je pense que nous serions totalement envahis. Donc je pense qu'il y a quand même maintenant des mesures. Il y a des écluses, on va appeler ça des écluses qui se mettent en place. Poissy, il faut quand même dire, moi, il y a quelque chose qui m'a troublé dans ce que j'ai lu sur Poissy pour préparer l'émission. Alors, vous avez raison sur tout ce que vous avez dit. La direction dit, c'est parce qu'on n'arrive plus à vendre l'Opel Mokka. Et il faut la DS3 qui marche mal. Voilà, la DS3 qui marche mal. Il y a aussi je veux bien qu'on mette tout sur le dos de la Commission européenne. Il y a aussi des erreurs, si vous voulez, de marketing. Il y a aussi des erreurs de construction c'est certain. et de goût, si vous voulez, du consommateur. Qui a envie d'acheter une Opel Mokka? C'est pas pire que la poire, la Renault 14. Je sais pas si vous vous en souvenez de cette poire qui a un accident industriel. Mais la Mokka, pas trop, voilà. Donc il y a ce sujet-là. Il y a également le sujet, ça m'a frappé de voir la concomitance, si vous voulez, de cette annonce avec le fait que Valérie Pécresse et le PSG rencontrent, comment dirais-je, la maire de Poissy pour installer le nouveau site du PSG. A priori, ce site industriel de Poissy serait, comment dirais-je, ce qu'il y a de mieux et préempté. Il y a quand même un sujet, si vous voulez. J'entends, c'est Jean-Pierre Mercier, je pense que vous avez eu qui est un très très bon syndicaliste, qui est vraiment un type qui connaît ses dossiers, qui dit c'est la fermeture en fait programmée de l'usine en 2028. Vous avez le PSG, la maire de Poissy, qui se retrouve pour dire on pourrait faire accord, mais peut-être il y a le site industriel là. Mais Pécresse a dit ce sera pas le PSG ou Stellantis, ce sera Stellantis et le PSG. Je sais bien que Valérie Pécresse dit ce qu'elle veut, mais quand même, je veux dire, vous êtes d'accord qu'il y a une forme de percussion du type sur l'aéroport de Nice, concordance des temps qui me paraît un peu étrange. Benoît Perrin. Bon, déjà, évidemment, on partage tous l'angoisse quand même des 2000 salariés qui savent pas ce qu'ils vont devenir. Donc déjà, effectivement. Pensez pour eux, même si évidemment derrière un micro on peut pas faire grand chose. Après sur le fond, écoutez, moi ce qui me frappe, c'est en gros, c'est le sujet de la politique industrielle en France. C'est-à-dire qu'on sait très bien que, soit on se dit, c'est la faute du méchant capitalisme, comme vont le dire certains, si jamais malheureusement l'usine ferme, soit on essaie de voir les conditions, les raisons de fond, en fait, de ce désastre. Alors oui, c'est vrai qu'il y a des raisons internes de marketing, vous avez totalement raison. Oui. Mais il faut aussi voir, à mon avis, que, la politique française, en termes d'industrie, les responsables politiques n'ont passé leur temps, depuis 30 ans, à accrocher des boulets à chacune des usines. Très concrètement, effectivement, on a parlé des normes environnementales, ce qui fait qu'effectivement, ça rajoute un coût très important aux voitures. Qui se vendent moins. Petite anecdote personnelle, cet été avec ma femme, on cherchait une voiture pour donc évidemment pour pouvoir se déplacer en vacances, et on cherchait notamment un 7 places. Et là, on va voir des concessionnaires qui nous disent mais attendez, j'ai plus de 7 places à vendre. Alors on dit mais pourquoi vous avez plus de 7 places à vendre? On me dit c'est très simple. Les gens qui en ont ne veulent plus, ne les vendent pas. Ne les vendent plus, donc il y a très peu d'occasions, parce qu'on cherchait bien sûr une occasion. Et pourquoi en fait ces gens ne les vendent plus? Parce qu'ils n'ont plus les moyens d'acheter des neufs. Et pourquoi ils n'ont plus les moyens d'acheter des voitures un peu importantes en termes de volume? Parce qu'il y a deux malus, il y a le malus d'émission de CO2 et le malus du poids, qui font que, tenez-vous bien, ces deux malus peuvent renchérir le coût d'une voiture de 70 000 euros. Oui. Résultat des courses, les constructeurs ne construisent plus ce genre de voiture, puisque plus personne ne les achète. Vous avez le prix de la voiture qui est triplé, qui est quasiment ou doublé en tout cas par cet axe-là. Donc un des normes importantes. Deux, le coût de l'énergie, ça faut toujours en parler, parce que le coût de l'énergie en France c'est quand même 4 fois plus qu'aux États-Unis. Donc il y a un vrai sujet mais coût de l'énergie. C'est 3 fois moins qu'en Italie, par exemple. L'Italie n'a pas de centrale nucléaire, le coût de l'énergie c'est 3 fois plus. L'Italie, on va y venir. Troisième sujet, c'est la fiscalité. Il y a un rapport de la Cour des comptes qui est sorti il y a 2 jours qui expliquait très bien que une des raisons de la désindustrialisation de la France, c'était des taxes qui étaient trop élevées, notamment les fameux impôts de production, qui sont 4 fois plus importants en France qu'ils le sont en Allemagne. Vous êtes un peu gonflé, Benoît Perrin, je peux terminer ce que j'aimerais dire. Et troisième sujet, c'est le sujet des implantations. Et ça, quand vous parlez à des responsables de sites industriels, ils vous disent tous la même chose. Entre le moment où vous déposez votre permis et le moment où vous avez le droit justement d'installer votre site industriel, il se passe en France 18 mois. En Allemagne, c'est 8 mois. Écoutez, moi j'aimerais bien, est-ce qu'on peut parler des aides publiques? Non, mais sérieusement, laissez-le finir. Il est possible juste de terminer un raisonnement. Oui, bien sûr, comme si vous ne coupiez pas la parole. Je fais attention. Et c'est pas l'envie qui m'en manquera. Moi aussi, je pense bien. Et donc, ce qui est important, c'est que non, mais ce qui est important, c'est vraiment, faut comprendre que l'industrie, c'est fondamental pour un pays. Les gens sont plus
plus payé que dans les services. Quand vous créez un emploi dans l'industrie, vous avez 3 emplois qui sont liés dans les services. Et dernier point, évidemment, c'est les sites industriels, c'est souvent par définition dans les provinces. Et donc, du coup, dans des régions où ça manque de boulot, l'implantation d'usines, c'est déterminant. Donc, je veux dire, il faut quand même vraiment comprendre que l'industrie, dans un pays, c'est fondamental. Je rappelle qu'aujourd'hui, l'industrie, c'est seulement 15% de notre PIB. C'est 3 millions d'emplois. C'était passé à 9. Et non, on est à 15%, mais c'était encore 25%. Je vais répondre à Benoît. J'entends tout ce que vous dites et vous avez raison. Sur le prix de l'énergie, demandons-nous pourquoi l'Italie est plus performante, parce qu'elle a des lois notamment fiscales et sur l'héritage, notamment sur la façon bien meilleur. Bien meilleur. C'est-à-dire qu'il n'y a quasiment aucune taxation, ce qui permet aux grandes familles et aux familles industrielles, même moyennes, de garder dans la famille l'outil, de ne pas faire appel à des actionnaires et donc de ne pas avoir des obligations de rendement à 2 chiffres, etc. Mais là où vous exagérez un peu, parce que vous êtes une mauvaise foi, mais je vous adore, donc voilà, vous mettez quand même en parallèle les subventions, les centaines millions d'euros. Oh non, pas vous. Non, mais bien sûr que si. Oh non, pas vous. Vous n'allez pas sortir là-dedans. Bien sûr, excusez-moi. Vous n'avez pas encore ça. L'argent public déversé. Le coût des aides aux entreprises. Laissez-moi finir. Écoutez-moi, l'argent public déversé pour l'implantation, justement, dans les territoires de ces usines, c'est colossal. Vous savez combien la Commission européenne a déversé avec la France pour la fameuse implantation de l'usine des batteries dans le Nord, etc. C'est des millions, centaines de millions d'euros. Stop. Allez, tout de suite. Basta. C'est bon le silence. Tout de suite, la France vue d'ailleurs. Les vraies voix Sud Radio. Et la France vue de la Belgique dit. J'adore. Nordine Djbari qui est avec nous, ancienne internationale belge et consultant foot de la RTBF. Bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Vous me dérangez un peu, je mangeais des frites là. Oh, mais c'est pas vrai. Et vous prenez. Attendez. Bon, je vous dirai un autre plat tout à l'heure. Des cooks. Non, des cooks chocolat. Des cooks au chocolat. Des cooks au chocolat. Des cooks au chocolat. Des Waterzooi, exactement. Exactement, on adore. Donc, nous voulions revenir sur le Ballon d'Or et sur Dembélé. Et on voulait l'avis d'un professionnel du football à l'étranger, de dire, est-ce que pour vous ce Ballon d'Or est mérité? Oui, honnêtement, ce Ballon d'Or est mérité parce que Dembélé, avec son positionnement en attaque, a été énorme. On savait bien que Dembélé était un grand joueur depuis longtemps, mais vous savez comme moi qu'il n'était pas souvent à droite devant le but. Et voilà. Et là, maintenant, il a vraiment évolué par rapport à ça. Il a marqué des buts énormes. Beaucoup de travail. Beaucoup de travail. Le repositionnement de Luis Enrique qui l'a mis en faux neuf. Mais bien sûr que c'est mérité. Moi, après, je pourrais parler en tant que Belge d'origine marocaine du classement d'Hakimi. Qui est un scandale. Ah oui, ça je suis d'accord. Ça y est, ça commence, Hakimi, vous avez raison, c'est lamentable. C'est lamentable. Oui, franchement, je trouve qu'il aurait été... Alors, gagner le Ballon d'Or, c'est encore autre chose, mais au moins, il devait être dans les 3 premiers pour moi. Ah, mais je suis bien d'accord. Ouais, c'est vrai. Mais est-ce que ça ne crée pas une injustice qu'il n'y a jamais eu... Alors, il y a eu très peu d'arrière Ballon d'Or. Il y a eu Beckenbauer 2 fois, Zammer 1 fois et Cannavaro 1 fois. Il n'y a jamais eu un latéral Ballon d'Or. Est-ce que c'est pas quand même un peu scandaleux? Cannavaro, c'est quoi, 2006? 2006. Après la victoire, après le mondial italien, évidemment, Cannavaro. Donc bon... Je dirais pas que c'est scandaleux, mais c'est pas normal parce que on peut dire parfois qu'un défenseur ne peut pas être Ballon d'Or parce qu'il marque pas de but, mais Hakimi a marqué des buts, il est omniprésent dans le jeu du PSG, que ça soit défensivement, offensivement, les passes décisives. Donc c'est un défenseur très offensif parce qu'on sait que depuis des années, voilà, c'est toujours un joueur offensif normalement qui gagne le Ballon d'Or. Ben là, pour une fois, on avait les deux, on avait un défenseur et un joueur offensif en même temps, donc il aurait pu au moins être dans les 3 premiers. Est-ce qu'on a des stats? C'est gentil pour un attaquant. Comment vont les Diables Rouges, mon ami? S'il vous plaît, comment vont les Diables Rouges? Je disais, c'est gentil pour un attaquant. Non, mais franchement, j'adore l'équipe belge. En réalité, je l'aime, je trouve qu'elle a un très beau jeu, etc. Vous allez comment, là, à 1 an de la Coupe du Monde, les Belges? J'ai l'impression que c'est pas très flambard, quoi. Non, on est en transition. On vous en veut un peu, mais on vous aime quand même. Oui, on le sait, on sait tout ça, on sait. N'oublions pas que pour la première fois, même si on a perdu contre vous, on vous a dominé. Ça suffit. God for Dome. I'm dreaming.
non mais sérieusement, bon, Courtois est très merveilleux. Pour être honnête, maintenant, on est dans une. Vous savez quand même qu'on a un entraîneur français aujourd'hui. Hein. Oui, bien sûr, on est il y au a courant. toujours une histoire avec la France et la Belgique. Pour être honnête, un peu plus sérieux, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans une transition. Vous savez, on a perdu beaucoup de la génération Vincent Kompany, Lukaku, etc. Hazard. Lukaku est encore là. Lukaku est encore là. Cette génération dorée. Hazard. Voilà, la génération dorée. Et vous savez très bien que vous l'avez connu avec Platini, Giresse, Tigana, quand on a perdu tout ça. Pendant longtemps, voilà, chaque fois qu'il y a une grosse génération qui s'en va, il y a toujours des années un petit peu de transition. Et là, on est en plein dedans. Est-ce qu'il y a eu des Belges qui ont été Ballon d'Or justement? Jamais. Oh là là, mais c'est des méchancetés. Mais qu'est-ce qu'il est méchant? Mais c'est une peste. Pourquoi vous mettez Platini, il a eu 3 fois. Je dis ça parce que en France, on en a eu beaucoup, on a eu 6. Paul Van Niem, ça a été pas loin. C'est vrai. Paul Van Niem, ça a été pas loin. C'est vrai. Et De Bruyne, le 3e, il y a 2 ans. Merci beaucoup, Nordine. Je vous signale. Merci beaucoup, ancien international belge et consultant foot pour la RTBF, qu'on aime beaucoup. Merci beaucoup. Merci, en tout cas, et on vous embrasse très fort. On adore la Belgique et moi personnellement, puisque c'est un peu mon deuxième pays. Je vous embrasse. Allez, dans un instant, d'abord je dis merci Françoise. Merci, c'était un bonheur. Je dis merci Monsieur Perrin, parce que moi je dis Monsieur Perrin. Trop aimable. Et dans un instant, Magali Berda. Bonsoir Magali, comment ça va? Magali. Madame Cécile. Madame Cécile de Minibus, vous allez bien? Ça me va très bien. Oui. Appelez-moi Son Altesse Sérénissime. Tout pour vous. Dans un instant, on vit pas dans la même France. Alors exactement, ce soir c'est un sujet encore un peu compliqué qui va faire parler, je pense. On va recevoir en influenceuse Ilham Bouzid, qui est journaliste, productrice engagée, qui va débattre avec Mathias Renaud, qui est député RN de la Somme. Et le thème de ce soir, c'est: est-ce que le drapeau palestinien dans les mairies est-il vu comme un symbole de solidarité ou de provocation? Voilà, ce sera à partir de 20h 08 126 300 300. Si d'ores et déjà vous voulez décrocher votre téléphone pour pouvoir parler avec Magali entre autres et ses invités. Et nous on est ensemble jusqu'à 20h et dans un instant on va parler emploi. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.